Bonjour à tous, voici le troisième webinaire consacré pour les métiers d'art, consacré cette fois-ci à l'innovation, à la création, à la protection des créations et à l'ensemble des innovations sur les marques, sur l'ensemble des créations que vous pouvez avoir et la participation, avec la participation de l'INPI, avec la participation aussi de la région Nouvelle-Aquitaine sur un projet qui va être présenté tout de suite sur l'innovation design. Voilà, donc le principe de ce webinaire, donc c'est une présentation. Vous ne pouvez pas interagir sauf par le chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Nous répondrons à vos questions soit au fur et à mesure en fonction des éléments qui seront fournis, soit à la fin, il y a un temps consacré à ces réponses. De toute façon, l'ensemble des supports qui seront utilisés, ainsi qu'un certain nombre de liens, vous seront envoyés par mail à suivre, ainsi que le replay du webinaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter Madame Florence Roche, qui intervient au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, qui va se présenter et qui va vous présenter le premier projet, Innovation Design, l'appel à manifestation d'intérêt. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Florence Roche, région Nouvelle-Aquitaine. Je travaille sur la filière cuir, luxe, textile et métiers d'art. Je suis basée sur Limoges. Et parmi l'ensemble de mes missions qui me sont confiées, j'ai le suivi de cet appel à manifestation d'intérêt que je vais vous présenter. Donc en fait, cet appel à manifestation d'intérêt, on avait fait déjà une expérimentation sur la filière en 2019 où on avait lancé cet appel à projet qui était en fait une aide à la maturation de projet. Et fort de cette expérience, il a été décidé donc de poursuivre cette approche design sur les projets et les entreprises qui utilisent un savoir-faire d'excellence. Donc sur l'édition 2019, on avait 33 entreprises qui ont été accompagnées, qui reprend 14 secteurs et avec une répartition sur la Nouvelle-Aquitaine, comme vous pouvez voir, qui est assez importante. Donc, fort de ce constat-là, puisqu'on a vu que ce n'était pas un sujet pour un cas isolé dans une partie du territoire isolé, on est bien sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a décidé de relancer cet appel à manifestation sur la période 2021-2022. Donc l'AMI Design, en fait, c'est quoi? L'AMI, il a été lancé pour permettre à toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui le souhaitent de bénéficier d'un accompagnement d'un designer pour formaliser ou maturer des projets ou une idée de nouveaux produits ou services. Cet accompagnement-là, il est financé à 100% par la région. Pourquoi une approche design? En fait, le design pour une entreprise va permettre de créer de la valeur ajoutée et une valeur qui rend son produit différent de celui de la concurrence, donc plus attractif. Le design, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être du design de produits, du design de services, du design de marque, numérique, espace. On a voulu justement intégrer les différentes composantes et on a vraiment une approche design globale de façon à répondre à l'ensemble de vos problématiques. Sur les projets, en fait, on est sur des projets qui mobilisent tous les savoir-faire d'excellence et qui débouchent sur de nouveaux produits. Donc, en fait, on peut l'appliquer aux entreprises de savoir-faire d'excellence, dont les métiers d'art, hein, vous en faites partie, pour faciliter, par exemple, la rencontre de savoir-faire. On peut avoir un lissier pour développer de nouveaux produits, de nouveaux textiles. Tout un savoir-faire autour du cuir hein, par rapport au packaging. Donc voilà, il y a plein de rencontres de savoir-faire qui peuvent avoir lieu. On peut re-questionner également l'image des produits par un sac, par des vêtements, de la tapisserie, ou encore utiliser des matières sur des usages inhabituels. Donc là, c'est du mélange de matières, de l'émail sur un sac ou du cuir sur des arts de la table, par exemple. Donc, on est vraiment relativement large. L'ensemble de cet appel à projet, il est ouvert à toutes les entreprises du secteur industriel ou artisanal de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va de la TPE et du créateur seul dans son atelier jusqu'à l'industrie manufacturière. Donc, volontairement, il se veut extrêmement ouvert. L'AMI, en fait, il vous propose quoi? Il vous propose de bénéficier d'un accompagnement de 2 à 4 jours pour étudier votre projet. Donc, vous avez une idée de projet et en fonction du degré de maturité, on va mettre en place un dispositif pour vous accompagner. S'il n'est pas suffisamment mature, vous allez pouvoir bénéficier d'un designer qui va vous aider à formaliser votre projet. Donc ça, c'est financé à 100% par la région.
Une fois que vous avez bénéficié de ces 2 à 4 jours, vous avez peut-être besoin d'avoir des compléments encore en termes d'accompagnement, de l'aide au conseil, des investissements, etc. Et donc là, la région vous accompagnera en fait sur le volet financier de votre projet pour les différents pans via nos aides sectorielles. Et on raisonne en fonction de la taille de l'entreprise. Moins de 10 salariés, ce sera l'économie territoriale qui prendra le relais. Et plus de 10 salariés, c'est la performance industrielle. L'appel à projet est donc, je vous l'ai dit, sur 2 années. Il y a chaque année 2 vagues. Donc là, on a déjà passé 2 campagnes au mois de mars et l'autre qui s'est achevée au mois de septembre. Et on va relancer sur l'année prochaine au mois de mars, pardon, et au mois de septembre. En amont c'est les dates limites du dépôt de dossier de candidature, parce qu'en fait, vous avez l'idée de projet, vous déposez un dossier, ensuite il y a un jury qui se réunit, on regarde l'éligibilité, votre projet, etc., pour vous flécher au mieux. Et ensuite, l'accompagnement démarre et vous avez ce diagnostic qui va se réaliser. Et ensuite, vous partez sur de l'aide sectorielle en cas de besoin. Donc, vous pouvez déposer votre dossier en fait au fil de l'eau. Pas besoin d'attendre la date limite butoir du 15 mars pour cette vague qui va arriver. Vous pouvez le déposer dès à présent. On prend échange, on prend contact avec vous, on peut vous aider sur l'accompagnement et sur la formalisation de votre dossier de candidature. Sachant que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces éléments. Donc là, vous avez les petits liens où vous allez pouvoir télécharger le dossier, vous allez avoir le règlement d'intervention, toutes les modalités. Si c'est par rapport au dossier, donc là, en l'occurrence, c'est l'adresse générique Savoir-faire Nouvelle-Aquitaine, avec moi comme interlocutrice. Et au niveau du design proprement dit, des choses beaucoup plus techniques, ce sera notre prestataire qui est le studio La Racine, qui est le prestataire. On a la chance d'avoir un prestataire qui connaît très bien notre filière, les métiers d'art notamment aussi, très bien le territoire néo-aquitain et qui a accompagné déjà pas mal de projets. Donc, elle pourra également vous aider. Donc, j'ai mis ces coordonnées-là. Donc, voilà ce que je peux dire de façon très brève. Et en amont des campagnes de la date butoir, on organise des réunions d'information sur les départements. Et en fait, elles sont mixtes. Donc, ça se présente sur un département, mais on l'ouvre via une visio. Comme ça, on peut drainer l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et on envoie, en fait, on donne une information via notre newsletter. Et voilà, pour que vous ayez toutes ces informations-là. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Madame Roche. Donc, si vous avez des questions complémentaires, vous aurez l'ensemble des informations et le PowerPoint qui vous sera envoyé. Donc, vous pourrez directement contacter Madame Roche à travers un mail ou un numéro de téléphone afin de compléter par rapport à ça. Nous allons passer donc avec Madame Brett. On va passer on va effectivement. Voilà. Excusez-moi, je règle la partie technique. Voilà, on va passer avec Madame Brett. Madame Brett qui représente l'Institut national de la propriété industrielle, qui va intervenir sur le sujet qui nous concerne, donc la protection des marques, des créations pour les artisans et plus spécifiquement pour les artisans métiers d'art. À vous la parole, Madame Brett, je vous en prie. Bonjour à tous et merci de votre présence. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement des moyens de protection, enfin, en tout cas, vous donner des pistes d'action pour ces moyens de protection par rapport à vos métiers d'art, sachant qu'en général, ça traite du savoir-faire et qu'on n'est pas toujours bien équipé pour effectivement se protéger au mieux dans ces savoir-faire. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est déjà vous dire que une idée en tant que telle n'est pas protégeable. Donc ce qui est protégeable, c'est effectivement la matérialisation de l'idée et que les idées sont de libre parcours. Donc une fois que votre savoir-faire a été matérialisé au travers d'un objet, comme disait Florence, que ce soit un vêtement, que ce soit des produits qui relèvent du cuir, de tout type d'activité que vous pouvez avoir au travers de vos concepts. Vous n'allez pouvoir protéger que effectivement la matérialisation de cette idée.
Je vous ai mis quelques exemples. Les idées, les principes, donc c'est ce que je disais, ne sont pas protégeables et la matérialisation l'est au travers de la propriété intellectuelle qui comporte deux phases. La propriété qui relève du droit d'auteur et la propriété industrielle qui dépend de l'INPI. Au travers de la propriété industrielle, vous avez donc 3 titres de propriété industrielle qui sont actionnables. Les brevets qui vont protéger un aspect mécanique ou technique. Vous avez également donc les marques qui vont protéger un nom, un produit ou un service au travers donc de votre produit matérialisé. Et vous avez également la possibilité de déposer un dessin modèle pour protéger une partie de votre produit ou le produit dans son intégralité, dans son aspect esthétique. Donc, je vais revenir donc sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est à vous de faire preuve de création. Donc, moi, je vous invite avant tout donc avant de commercialiser dans tous les cas votre projet, de penser à effectivement mobiliser ce qui est possible et notamment à garder suffisamment confidentiel votre projet pour que vous puissiez actionner certains titres de propriété industrielle qui nécessitent un critère de nouveauté et donc de confidentialité. Je vous explique un petit peu. Quand vous allez actionner, alors initialement, en termes de confidentialité, vous allez avoir affaire à des cabinets spécialisés en design. Vous allez avoir peut-être à sous-traiter pour une partie de votre produit, une attache particulière dans un cadre peut-être plus technique. Il est bien de matérialiser ce cahier des charges en fait que vous allez proposer et de faire signer des accords de confidentialité pour savoir à qui appartiendra les droits d'auteur notamment ou les droits futurs que vous pouvez avoir sur votre projet. De même que vous pouvez effectivement, au même titre donc de confidentialité, vous pouvez faire des clauses au travers de vos salariés, des clauses dans les contrats de travail, également et idéalement sur vos stagiaires. Les contrats de stage en règle générale sont démunis de clauses d'appartenance relevant des droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur ou droits de propriété industrielle. Et avant toute divulgation, effectivement, de rester discret. Un exemple concret, vous ne pouvez pas breveter si vous avez, par exemple, divulgué votre invention. C'est une condition de brevetabilité, c'est la nouveauté. Donc, si vous venez à divulguer et qu'un tiers arrive à apporter cette preuve de divulgation, vous ne pourrez plus breveter, vous n'obtiendrez plus donc ce monopole d'exploitation. Au même titre, pour le dessin modèle, qui requiert au jour d'aujourd'hui un critère de nouveauté, si votre modèle a été connu, divulgué, exploité, alors au travers des réseaux sociaux, de votre site internet, 1 an avant la date de dépôt, vous ne pourrez plus effectivement déposer ce titre de dessin modèle et donc protéger l'aspect esthétique de votre projet. Concrètement, Madame Brett, pour revenir sur ce que vous disiez, je souhaite travailler avec un autre créateur, je souhaite travailler avec lui, il faut qu'au préalable, on puisse définir ensemble la participation de chacun, qui va faire quoi et dans quelles conditions en fait. Exactement, il va falloir formaliser effectivement par contrat
à qui appartiendra les droits au final si c'est une œuvre effectivement de collaboration ou si je dois sous-traiter parce que la partie, je connais bien ma partie, mais il y a certaines choses que je dois sous-traiter et il est nécessaire de faire des contrats et d'acter par écrit ces clauses pour effectivement savoir à qui appartiendra quoi. Suite à ça, je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, quelques exemples pour formaliser vos écrits ou après passer effectivement à des dépôts de titres de propriété industrielle. En l'occurrence, le droit d'auteur relève de la preuve de création, c'est-à-dire que c'est à vous, titulaire, d'apporter une date certaine de création. Cette date certaine de création, ça peut être tout moyen de preuve, ça peut être la mise en ligne sur votre site internet, ça peut être l'achat d'une enveloppe solo auprès de l'INPI, qui est un système de datation dans lequel vous allez téléverser tout ce que vous avez envie de protéger et nous allons vous remettre à disposition le contenu de votre enveloppe avec une date qui sera une estampille de ministère. Vous avez d'autres moyens de preuve qui peuvent être une attestation chez un notaire ou chez un huissier également. Si votre droit d'auteur relève du logiciel, vous pouvez alors contacter également des associations de perception de droit d'auteur comme l'APP qui peuvent effectivement vous faire naître des droits et des dates certaines de création. Si votre œuvre concerne par exemple un ouvrage, un livre, vous pouvez également contacter d'autres associations de perception de droits d'auteur prévues à cet effet. Vous avez la SCAM, vous en avez d'autres, et je pourrais vous communiquer toutes ces associations qui sont effectivement dédiées au format de ce que vous êtes susceptible de protéger. Non. Vous avez donc après, dans votre cas et dans la plupart des personnes qui doivent être en ligne, vous pouvez donc activer le titre de propriété industrielle dessin modèle qui va protéger une forme ou une partie d'un objet. Je prends un exemple, là vous voyez cette chaise-là, mais si vous voulez protéger une partie d'un objet, vous avez créé un vêtement relativement classique et vu, mais il a une poche, il a un détail de couture particulier sur juste une partie, auquel cas vous pouvez protéger exclusivement cette partie-là. Vous pouvez également donc protéger, et ça peut faire l'objet d'un cumul, protéger une forme, mais également protéger un nom au travers d'une marque. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier et de vous faire connaître de la concurrence. Je vous ai pris l'exemple de la marque très connue que tout le monde connaît forcément, qui est Nike. Vous pouvez donc, dans ce cadre-là, protéger uniquement la virgule. Ça fait l'objet d'une marque, d'un dépôt de marque figuratif. Ou vous pouvez également la marque Nike, en toutes lettres. Vous pouvez également protéger des slogans. Just do it est un slogan que vous pouvez effectivement protéger à part entière. Je vais très vite passer sur le brevet parce que je pense que vous n'êtes peut-être pas concerné par ce titre de propriété industrielle. Il est là pour protéger un aspect mécanique ou technique de quelque chose. Si c'est le cas, c'est effectivement, vous relèverez de ce titre de dépôt. J'attire votre attention sur le fait que si un modèle a une forme caractéristique, auquel cas il relèvera plus du brevet que du dépôt de dessin modèle. Je m'explique, vous avez une palme, elle est plus large et peut-être plus courte pour une fonction technique, meilleure pénétration dans une vague, auquel cas ça ne relèvera pas du titre de dépôt de dessin modèle qui protégera la forme, mais d'un titre de brevet. Elle a cette forme-là parce qu'il a une fonction, donc là, ça relèvera du brevet.
Elle pourrait également relever du dessin modèle parce que j'ai mis des poids ou des points rouges ou ce que vous voulez sur cette palme-là. Là, ça relèvera effectivement du design. Mais de par sa forme, elle relèvera du brevet. Et enfin, on a le secret. Vous connaissez tous cette fameuse boisson. Le secret, vous pouvez effectivement le matérialiser en le mettant en enveloppe solo, par exemple, en créant des clauses de confidentialité dans les contrats de travail de vos employés, mais n'empêcherait pas des titulaires de découvrir et de faire la même chose. Il existe Coca-Cola, il existe Pepsi. Alors pour les consommateurs avertis, il y a une très très grosse différence. Pour moi qui ne le suis pas, je ne la vois pas trop. Il existe des multitudes de cola qui ont apparemment ou à peu près le même goût que celui qui est sur cette marque qui est Coca-Cola. Je vais vous parler de la marque maintenant et vous dire quels sont les critères pour effectivement déposer une marque. Vous avez des conditions pour déposer cette marque-là. Une marque, c'est un nom que vous allez choisir et ce nom-là, il doit permettre à la concurrence de distinguer des produits et des services. Donc, une marque doit être un terme pris de façon arbitraire et originale. Vous ne pouvez pas prendre un mot du langage pour désigner votre produit. Un sac pour un sac, ce sera une marque qui ne pourra pas être déposée en tant que telle. Un sac, par exemple, si vous prenez le terme sac pour en faire le nom d'une chaise, il n'y aura pas de difficulté pour qu'effectivement cette marque soit enregistrée. Elle doit être licite, cette marque-là également, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser des emblèmes, notamment les drapeaux. Là, je vous ai mis l'exemple des JO qu'on vient de passer il y a très peu de temps, sauf autorisation du Parlement, chose qui n'arrive quasiment jamais. Une marque également ne doit pas être trompeuse, c'est-à-dire que vous avez une réglementation très particulière pour certains termes, bio. On a tous connu les yaourts bio qui sont devenus les yaourts Activia. Vous avez des termes Farm, Medi qui nécessitent des mentions très caractéristiques en termes de libellé de dépôt. Ces trois choses que je viens de vous énoncer, la distinctivité, le fait que cette marque soit licite et non trompeuse, c'est l'INPI dans le cadre du dépôt qui va les vérifier. En revanche, il reste une quatrième, elle doit être disponible, votre marque, et ça vous incombe à vous en tant que futur déposant. C'est à vous de vérifier la disponibilité des termes, c'est-à-dire que si vous déposez aujourd'hui la marque Petit Bateau pour des vêtements, l'INPI va vérifier que cette marque-là n'est pas générique, distinctive, n'est pas trompeuse à l'égard du public et va l'enregistrer. En revanche, elle ne sera pas pour autant disponible. Et c'est là que effectivement le titulaire viendra effectivement vous dire, ou viendra saisir l'INPI dans le cadre d'une procédure d'opposition, dire je ne veux pas que cette marque soit enregistrée parce que j'existe au préalable pour le même type de produits ou services. Donc, j'attire votre attention sur le fait que la disponibilité vous incombe à vous en tant que futur déposant. Vous pouvez vérifier donc cette disponibilité, vous avez plusieurs possibilités, et notamment en vous rendant sur la base Data INPI qui est à votre disposition sur notre site inpi.fr. Cette base Data INPI regroupe tout ce qui est dénomination sociale et enseigne, et également toutes les marques qui visent ou ne visent pas la France, notamment toutes les marques communautaires et les marques internationales qui sont susceptibles de viser ou pas la France. Donc, ça vous donne déjà un grand panel de disponibilité. Et en parallèle, je vous invite quand même à regarder dans un moteur de recherche comme Google, voir si votre terme est effectivement tout à fait disponible. Un blog, un site internet qui n'aurait pas fait l'objet d'un dépôt de soit dénomination sociale, enseigne ou de dépôt de marque, pourrait éventuellement antérioriser le nom que vous avez choisi.
Alors, plusieurs questions, Madame Brett. La première, donc ça veut dire que moi, je crée mon entreprise, je décide de donner un nom à mon entreprise. Donc, dans un premier temps, invitation à vérifier si ce nom est disponible. Oui. Si ce nom me paraît disponible par rapport aux différentes recherches que j'ai pu faire, sachant que je dois vérifier si ce nom est disponible dans le secteur d'activité, puisqu'on peut avoir un nom qui peut cohabiter si ce n'est pas la même activité. Donc, ça veut dire que derrière, si demain quelqu'un, donc je crée mon entreprise, je l'inscris éventuellement, je dépose ma marque ou je ne dépose pas ma marque, puisqu'il y a 2 cas de figure. Derrière, quelqu'un veut l'utiliser. Est-ce que c'est possible? Dans quelles conditions? Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, quoi? Vous avez plusieurs possibilités. Si vous n'êtes pas obligé de déposer une marque, c'est une protection d'un nom au niveau national. Cette protection, elle va créer un monopole pour 10 ans, renouvelable indéfiniment tous les 10 ans. Vous êtes, on va imaginer, un artisan et vous n'avez pas nécessité à avoir une protection nationale. Dans le cadre de l'inscription de votre dénomination sociale et ou enseigne auprès de la Chambre de commerce ou la Chambre des métiers, va faire naître un droit et va vous permettre d'interdire à quiconque sur votre zone géographique et dans un même secteur d'activité, il s'entend, de ne pas utiliser le même nom que vous. C'est passible de recours, hein, c'est de la concurrence déloyale dans tous les cas, et vous pouvez intenter des actions en concurrence déloyale, même si vous n'avez pas déposé une marque. Peut-on protéger son nom propre en tant que créateur? Oui, s'il est disponible. Si je m'appelle Lacoste, jour d'aujourd'hui, pour faire des vêtements, le terme n'est plus disponible. Enfin, des vêtements et entre autres des tas d'autres choses maintenant, mais il n'est pas disponible. Vous avez des tas de noms patronymiques qui sont très connus, Faya, même chose. Il faut toujours vérifier la disponibilité. D'accord. Vous avez tout à l'heure expliqué que la marque ne devait pas être trop descriptive de l'activité. Alors là, j'ai un exemple, quelqu'un qui fait de la création en verre, créatrice décor de verre. Est-ce qu'on peut déposer ce type de mots, de phrases, est-ce que ce type de marque? Au titre de marque, créatrice de décor en verre ne sera pas recevable. En tout cas, pour des objets en verre qui ont été créés par cette personne. D'accord. Créatrice de décor de verre, si j'en fais un parfum, le nom d'un parfum, oui, tout à fait. Là, il devient recevable. Cela dit, c'est peu probable qu'un parfum s'appelle créatrice de décor de verre, mais on pourrait imaginer. S'il ne désigne pas le produit ou le service rendu, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Par rapport à ça. On est bien d'accord qu'on revient sur ce qu'on disait initialement, c'est que pas description de l'activité pour avoir une légitimité à pouvoir déposer ce nom, quoi, par rapport à ça. Exactement. Une marque ou une dénomination sociale doit permettre de distinguer les produits de la concurrence. Et il ne les distinguera pas dans la mesure où je les nomme de façon relativement générique. Il s'entend toujours à chaque fois, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais c'est par rapport à des produits et des services. Donc, si vous faites une marque petit bateau et que vous me faites de la location de bateau, il est clair que l'INPI rejettera votre marque. En revanche, vous me faites une marque petit bateau pour des cheminées. Il n'y aura pas risque à confusion entre les vêtements pour enfants que nous connaissons tous et les cheminées. Donc, il y aura une coexistence qui sera tout à fait possible. Est-ce qu'on peut avoir une notion de coût de ce dépôt En termes de coût, alors l'INPI fonctionne par classe, donc c'est-à-dire par secteur d'activité. Il existe 45 classes au total. Ça coûte 190 € la première classe, 40 € par classe suivante, sachant que lorsque vous déposez votre marque, il faut bien réfléchir à votre activité aujourd'hui et votre activité future, parce qu'il n'y a pas d'ajout de classe possible. Je m'explique.
Aujourd'hui, vous êtes artisan, vous fabriquez des vêtements. Demain, vous allez accessoiriser ces vêtements avec un sac, mais vous avez déposé votre marque donc dans la classe 25, hein, qui correspond à la classe des vêtements. Dans 2-3 ans, vous dites oh, bah, finalement, je vais également déposer pour les sacs et rajouter la classe 18. Ce n'est pas possible, pas de rajout possible. Donc, ça fera l'objet d'un nouveau dépôt ou, au jour d'aujourd'hui, vous réfléchissez en vous disant que peut-être ou potentiellement, vous pourriez effectivement faire des sacs et vous allez donc créer, vous allez déposer votre marque dans 2 classes. En termes de coût, ça vous coûtera 190 € plus 40 € au jour d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les produits ou services. Une marque est valable 10 ans, renouvelable tous les 10 ans et la taxe est exigible au moment du dépôt et pour 10 ans. Voilà un petit peu le focus sur les marques. On peut revenir sur les dessins modèles, puisque en fait, aujourd'hui, je suis créateur, je suis amené à créer une lampe, je suis amené à créer une céramique, je suis amené à créer un certain nombre de produits. Je vais les mettre soit sur Internet, soit je vais les amener à les montrer dans une exposition, etc. Comment je dois m'organiser? Quelle est la méthode? Qu'est-ce qui me paraît le plus pertinent pour protéger ce type de création? Et quelles sont les conditionnalités? Enfin, vous aviez parlé de critères de nouveauté, oui. Dans tous les cas, dans le dessin et modèle est un titre de propriété industrielle hein, qui peut s'ajouter au droit d'auteur. Hein. Il peut y avoir un cumul de droits d'auteur et de dessin modèle. Il n'y a pas de difficulté pour cela. En revanche, nous demandons que le dessin modèle soit nouveau au moment du dépôt et 1 an avant sa date de dépôt. C'est-à-dire, je m'explique, si au jour d'aujourd'hui, on vous déposez votre modèle, il ne faut pas que ce modèle ait été connu 1 an avant, qu'il ait été connu de plus d'1 an avant la date de dépôt. Sinon, bah, vous ne remplirez plus ce critère de nouveauté. Alors, à savoir que ce critère de nouveauté n'est pas vérifié par l'INPI, mais des tiers peuvent apporter, saisir l'INPI, peuvent apporter la preuve qu'effectivement ce modèle était connu de plus d'1 an avant votre date de dépôt. Alors, l'INPI pourra effectivement radier votre dépôt et il deviendra irrecevable. Auquel cas, vous pourriez prendre le relais, par exemple, de droits d'auteur. Si, même chose, ces droits d'auteur existent, vous avez une date certaine de création et que cette date certaine de création ne soit pas que la personne qui a effectivement saisi l'INPI dans le cadre de la nouveauté ne possède pas une date antérieure à la vôtre. D'accord. Par rapport au dépôt des dessins modèles, on peut être tenté assez facilement d'aller très dans le détail. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? En termes de forme de dépôt de dessin modèle, tout est protégeable, le plus neutre possible. Nous conseillons de ne pas mettre de taille surtout et de dimension parce que, par exemple, la chaise que vous voyez devant vous, qu'elle soit plus grande ou plus petite, ne change pas l'aspect esthétique. Donc, par rapport à ça, il faut désigner le produit sans pour autant être trop dans le détail. Exemple, chaise, pour ce que c'est l'exemple de modèle que je vous ai mis là, suffit largement. Chaise vue de 3/4 suffit largement, par exemple. Mais pas chaise en plastique, rouge. Vous voyez, ne pas effectivement mettre trop de détails quand on dépose un titre de propriété industrielle, modèle en tout cas, dessin et modèle. On va avancer sur le PowerPoint, Monsieur Esquin. Voilà. Chose que je ne vous ai pas dite encore, c'est que quand vous faites des recherches de disponibilité concernant les marques, alors attention, moi je vous invite effectivement à regarder également tout ce qui est nom de domaine. Si vous déposez une marque que vous n'avez pas vérifié que le nom de domaine était déjà pris,
c'est embêtant. Vous allez vous retrouver avec deux choses distinctes, différentes. Moi, je pense que quand on fait des recherches d'antériorité, si on souhaite déposer une marque, il est nécessaire de faire des recherches également dans les noms de domaine pour voir qu'effectivement le nom que je vais déposer est bien disponible et que je pourrais m'attribuer le terme du nom de marque en .fr, .com, les points qui sont au jour d'aujourd'hui incontournables, en .eu, au même titre que si vous souhaitez développer un site internet en .fr, je vous invite à également réserver le .com que vous ferez rerouter sur le .fr ou inversement, de manière à ce que des tiers ne puissent pas avoir le même nom que vous en .com ou en .fr. Voilà. Alors, vous pouvez vérifier sur un certain nombre de prestataires qui vendent ces noms de domaine, hein, qui sont renouvelables tous les ans, qui coûtent en fonction de l'extension entre 4 et des dizaines et des milliers d'euros. Vous pouvez vérifier la disponibilité, puisqu'ils ont un annuaire centralisé qui permet de vérifier si le nom de domaine est suffisant. À préciser, mais ça, Madame Brett l'a précisé, c'est que c'est pas parce que vous avez déposé une marque que vous avez un droit sur le nom de domaine, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez posé la marque X, par exemple, que votre nom de domaine, si vous avez un droit de dire, ben non, vous n'avez pas le droit d'utiliser X. Il faut vraiment faire les deux en même temps, quoi. Exactement. On va revenir. Je crois que je vous ai donné un peu plus loin des exemples de modèles. Sachant qu'un titre de propriété industrielle est quand même un titre territorial, une marque, quand vous la déposez auprès de l'Institut, ce sont des dépôts donc maintenant dématérialisés, donc des e-procédures. Elle est valable pour le territoire français. Français sauf la Polynésie française, puisqu'en termes de propriété industrielle, ils ne font plus partie de la métropole. Donc, à vous de voir si effectivement vous êtes intéressé par la Polynésie française, moyennant une centaine d'euros supplémentaires et une procédure particulière à effectuer auprès du ministère du Commerce de Papeete. Vous pouvez effectivement étendre ce titre sur la Polynésie. Au même titre, donc, marque française, vous avez la marque communautaire, qui englobe au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, 27 États, puisque nous n'avons plus le Royaume-Uni et la Suisse. Et il existe un autre titre qui est effectivement la marque internationale, pour lequel vous avez environ 130 membres qui en font partie. Et ces dépôts se font au même titre au travers de notre site inpi.fr en tant que marque internationale. Je vous ai donné un petit peu, alors ce sont des taxes en francs suisses, hein. Globalement, le coût de ces marques communautaires, c'est un coût de 850 € la première classe, 50 € la deuxième et 150 par classe supplémentaire. Et donc, pour la marque internationale, c'est très variable en fonction des États que vous allez désigner. Vous avez une taxe de base d'environ 600 €, plus pour les pays les moins chers, 90 € par État. Mais si vous prenez par exemple les États-Unis, nous sommes à quasiment 400 € pour une classe. Voilà. On va revenir, donc, si vous voulez bien, sur la tarification des dessins modèles, puisqu'on avait alors abordé... voilà, en termes de dessin modèle, la taxe donc est exigible au même titre que les marques au moment du dépôt. Vous réglez 39 € de taxe de dépôt et 23 € par vue fournie en noir et blanc ou 47 € si elles sont en couleur. J'attire votre attention sur le fait que le noir et blanc peut tout à fait suffire parfois si effectivement je dépose un modèle de sac, il est dans un cuir marron, mais il peut être décliné dans un cuir noir, ou un vêtement qui est en rouge qui peut être décliné en vert. Ce que vous voulez retenir, c'est uniquement la forme et pas la couleur. Le dépôt en noir et blanc suffira largement. En revanche, si la couleur est un critère justement que vous voulez protéger, je prends l'exemple d'une basket qui est relativement basique, hein, cette forme est déjà connue, mais ce qui va en faire l'originalité, c'est effectivement les couleurs ou la matière
que je vais utiliser sur ce modèle-là, alors une revendication en couleur sera nécessaire. Le modèle est protégé à compter de sa date de dépôt pour 5 ans et renouvelable 5 fois, donc pour un total maximum de 25 ans. Au-delà, ce sont les droits d'auteur qui prendront le relais. En termes de droits d'auteur, alors en France, nous sommes une spécificité, on est assez spécifique. Les droits d'auteur vont 70 ans après la mort de l'auteur, au même titre que le Royaume-Uni. Mais en règle générale, dans les États, c'est plutôt 50 ans après la mort de l'auteur. Voilà. Et au même titre que donc la marque, le dépôt de dessin modèle est territorial. Il se protège pour la France, mais il peut se protéger également pour l'Europe. Et donc là, même chose, 27 États pour environ 350 € pour une vue, valable 5 ans, renouvelable 5 fois également, au même titre que la France. Aujourd'hui, on entend parler assez régulièrement de l'enveloppe solo. Question, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'exactement cette enveloppe solo? Vous l'avez un petit peu abordé en préambule. Quelle est sa force de protection par rapport à le dessin modèle, par rapport à d'autres choses? Dans quelle mesure c'est pertinent de faire une enveloppe solo? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je me contente d'une enveloppe solo par rapport à d'autres choses? Voilà, c'est ce type. Alors, il ne faut pas perdre. Alors, l'enveloppe solo, c'est pas un titre de propriété industrielle. C'est un moyen de preuve. Vous allez, alors c'est une boîte, concrètement, une boîte dans laquelle vous allez téléverser tout ce que vous souhaitez protéger. Et l'INPI va la dater. Cette enveloppe solo est forcément maintenue au secret, donc c'est à vous d'avertir le présumé contrefacteur que vous êtes titulaire de droit d'auteur. Si litige y a, il sera basé à compter de la date à laquelle vous avez averti le présumé contrefacteur. En revanche, sur un titre de propriété industrielle tel que le dessin modèle, il y a une publication et c'est au présumé contrefacteur d'apporter sa bonne foi. C'est plus compliqué quand même, puisque le modèle aura été publié dans nos bases de données. Donc, en même temps, moi, je conseille parfois de faire les deux pour la simple et bonne raison que l'idée 2 n'étant pas protégeable, mais est protégeable la matérialisation de l'idée. Quand je veux décliner des modèles de par leur forme, parce que je reste sur un même type de forme, mais avec des choses quand même sensiblement différentes. Vous avez fait quelque chose, vous l'avez créé plutôt rond, et puis ça peut se décliner en carré, mais même si on reconnaît l'esprit, ça ne sera pas le même modèle. Donc, à partir de là, je peux toujours déposer 2-3 formes en tant que dessin modèle et communiquer sur mon site internet, sur mes brochures, sur tout ce qui est, même sur comment dirais-je, sur le produit lui-même, en mettant modèle déposé. Mais en revanche, je ne vais peut-être pas non plus déposer toute une série de modèles si je peux en créer, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine, avec soit des formes, soit des matières différentes. Les autres, je les téléverserai dans une enveloppe solo ou en tout cas, je ferai naître une date certaine de création par tout moyen de preuve, qui peut être l'enveloppe solo, l'huissier, notaire, les cahiers de laboratoire, pourquoi pas, où vous allez inscrire dessus votre savoir-faire, votre façon de faire, et matérialiser cette façon de faire aussi, pourquoi pas. Mais l'enveloppe solo à moindre coût, parce que je n'ai pas parlé du coût, c'est 15 € pour 10 mégas. Vous pouvez obtenir une date certaine de création, dite irréfragable, c'est-à-dire que cette date, elle ne sera pas contestable par des tiers puisque c'est une date de ministère. Peut-être une très très bonne chose. Huissier, notaire également, ce sont des dates irréfragables, ça va de soi, pas pour les mêmes coûts. Alors, nous avons une question entre autres, il y avait des questions, je les ai données au fur et à mesure. Une question qui peut protéger le plus de la copie de réalisation technique dans le cas d'innovation? J'ai pas compris. Qui peut protéger, pardon?
qu'est-ce qui peut protéger le plus de la copie, de réalisation technique dans le cas d'innovation? Le brevet. Si on est vraiment dans du technique, c'est un titre de propriété industrielle à part entière. Le brevet va protéger. Alors, le brevet est composé de… Vous devez nous remettre une rédaction. Cette rédaction, elle doit permettre à un homme de l'art de refaire donc votre technique. Et ce sont des revendications qui vont donner la portée de ce brevet-là. Et c'est exactement ces revendications qui vont permettre, effectivement, d'obtenir un monopole d'exploitation. Attention sur la brevetabilité, aucune divulgation au préalable de la date de brevet. Il n'y a pas ce temps de date de dépôt moins un an comme le dessin modèle. C'est vraiment aucune. D'où la nécessité de faire des recherches d'antériorité sur les bases de données brevets, hein, parce que 10% des brevets sont exploités. Parfois, on a une idée, on se dit, tiens, je vais peut-être la breveter, mais faites des recherches d'antériorité. Si effectivement vous ne le trouvez pas, eh bien, à réfléchir en termes de coûts. Il faut solliciter un cabinet conseil. La rédaction d'un brevet est très juridique et technique. Et on est dans des coûts aux alentours de 4 000 €. Si vous faites vous-même la rédaction, les taxes INPI sont d'un peu moins de 300 €. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, mais la rédaction d'un brevet est très compliquée quand même. Donc, alors aujourd'hui, on diffuse de plus en plus les réseaux sociaux, les gens prennent des photos des créations, les diffusent, etc. Ça devient compliqué de gérer un peu tout ça, mais donc aujourd'hui, on a intérêt à anticiper quand on fait une création, à la protéger dès le départ si on pense qu'elle est susceptible d'avoir vraiment un impact au niveau économique et sur notre activité. Donc, il faut assez rapidement, parce qu'une fois qu'elle est diffusée, on commence à perdre exactement. Une fois que la mise en ligne est faite, vous pouvez déjà communiquer sur vos sites internet en mettant marque déposée, vous pouvez le faire savoir, modèle et dessin, droit d'auteur réservé, dessin modèle déposé également. Il faut communiquer sur effectivement les outils que vous avez actionner pour protéger au mieux la matérialisation de votre idée. Et admettons que j'ai déposé justement soit une enveloppe solo, soit un dessin modèle, que je m'aperçois que quelqu'un, à travers, en faisant une veille sur Internet ou à travers un marché, j'ai vu que le modèle, le produit ressemblait beaucoup au mien. Quelle démarche je dois engager, sachant que moi-même j'ai fait ce qu'il fallait en amont. Quelle démarche je dois engager par rapport à ça? Au préalable, on préconise plutôt de faire des démarches amiables, hein, ça c'est évident. Vous pouvez déjà contacter la personne potentiellement contrefactrice et lui signifier que vous êtes titulaire de droits antérieurs et trouver un terrain d'entente. Si cette personne ne veut vraiment pas obtempérer, il faudra effectivement après saisir un cabinet conseil qui fera un courrier pour pour défendre vos intérêts, c'est évident. Demain, parce qu'on va arriver effectivement à la fin de notre intervention, on va revenir peut-être un peu sur les marques, puisque c'est quelquefois les questions peut-être le plus délicat dans l'approche. Aujourd'hui, je dois trouver un nom pour mon entreprise, je dois trouver un nom pour une gamme de produits que j'ai. Donc, on a bien vu qu'il fallait regarder et voir si ce nom existait déjà, hein, éventuellement. Interroger donc la base Data Plus de l'INPI. Derrière, éventuellement faire des recherches par rapport à ça. Respecter les règles que vous avez dictées sur distinctive, disponible, licite, non trompeuse et non descriptive, en fait, non plus, vraiment de l'activité. Mais derrière tout ça, on peut être tenté, par exemple, quand on voit le nom d'une marque, on prend un exemple, la France verte, par exemple, et je suis un paysagiste. Voilà.
Se pose la question d'utilisation de ce type de nom. Est-ce que je peux utiliser le nom de mon village, le nom par exemple de certaines choses? Est-ce que voilà, ce type de question. La France verte au titre de jardinier paysager, elle sera rejetée. Elle est trop générique. Elle désigne trop ce que vous allez faire comme activité. Au travers, par contre, des collectivités territoriales, effectivement, si vous utilisez le nom d'une collectivité territoriale, attention qu'elle n'ait pas déposé sa marque déjà, dans un premier temps, et si elle ne l'a pas faite, elle a un droit de regard sur le nom que vous êtes susceptible d'utiliser. Si c'est uniquement le nom de la collectivité territoriale ou apposé à un autre nom à côté, elle pourrait avoir un droit de regard si effectivement vous portez atteinte à l'image de cette collectivité territoriale. Je prends un exemple, Condom, dans le Gers, avait intenté une action à une société anglaise qui effectivement avait utilisé un dessin, avait géolocalisé sur ses boîtes de préservatifs la ville de Condom. Ils ont estimé qu'il y avait effectivement un amalgame qui n'était pas propice à la collectivité territoriale et ils ont obtenu gain de cause. Vous avez des comment dirais-je, des collectivités territoriales qui sont très procédurières. Saint-Tropez n'autorise pas, la ville de Saint-Tropez n'autorise pas à ce qu'on utilise son nom sans leur avoir demandé l'autorisation. Il faut une autorisation qu'ils accordent ou pas. Deauville également, voilà. Donc attention effectivement quand vous utilisez, alors même si c'est un petit village, juste aller voir que, alors d'une part qu'ils n'aient pas déposé leur nom et d'autre part que ils sont bien d'accord sur le fait que vous apposiez le nom de la collectivité territoriale à côté du nom distinctif que vous avez choisi. Et je pourrais utiliser l'hameau dans lequel je vis. J'ai pas compris, pardon? Le nom de l'hameau dans lequel je vis, par exemple, ou de la... Ouais. Oui. Alors attention, si vous faites, alors là on est dans des métiers d'art, donc vous n'êtes peut-être pas concerné par tout ce qui est alimentaire, mais si ça concerne l'alimentation, il faudra mettre des mentions spécifiques supplémentaires. Par exemple, la ville de Bordeaux, pour le terme Bordeaux ou Médoc, on n'accepterait pas parce qu'effectivement, ça pourrait être trompeur aussi. Donc, attention à ça. En tout cas, pour les produits alimentaires. Très bien. Alors, peut-être avez-vous des questions? Il y en a un certain nombre auxquelles on a pu répondre. Peut-être avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas à nous les écrire. Alors, j'ai une question. Comment vérifier quand on crée que l'objet existe déjà et est potentiellement protégé? En allant sur les bases de données, vous avez sur DataINPI notamment une base de dessin modèle où vous pouvez mettre par nom d'objet. Alors, il est évident que si vous mettez chaise, vous allez en avoir beaucoup. Vous avez aussi un autre moyen qui est effectivement au travers de Google, en regardant les images, si vous mettez un petit peu de détails sur le modèle que vous êtes susceptible d'utiliser ou de créer, vous pourriez effectivement balayer un certain nombre d'images qui ferait que vous allez voir ou pas le modèle que vous avez créé. Donc c'est bien, on est bien d'accord que c'est à vous à faire le travail de recherche, puisque l'INPI, ni les centres de formalité, que ce soit non, les CFE ou l'INPI ne vérifient pas la disponibilité des termes, ça c'est une certitude. Vous venez avec un nom, une dénomination sociale, une enseigne déjà prise sur votre chambre de commerce ou ailleurs, elle ne sera pas rejetée. C'est effectivement le premier titulaire qui aura tous les droits. S'il est sur votre zone géographique, il pourra intenter une action en concurrence déloyale ou en parasitisme sur la base de votre inscription à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers. S'il a déposé une marque, il pourra intenter une action en contrefaçon. Voilà. Vous êtes vraiment les garants de votre propre légitimité du dépôt que vous faites et de l'utilisation de certains noms. D'où la nécessité de bien vérifier, de prendre le temps de le faire,
vous rapprocher de vos chambres de métier éventuellement et des personnes en charge pour pouvoir voir avec eux, faire cette préalable, cette petite recherche pour éventuellement éviter les mauvaises surprises, puisque en fait, une grande partie de votre communication, si vous la basez sur votre nom, et que celui-ci, vous êtes opposé à un moment donné, vous risquez de perdre de l'argent et puis surtout de remettre en question votre stratégie de communication utilisée par rapport à ça. Il nous reste quelques minutes, éventuellement. Donc, on a vu un certain nombre de choses. Si besoin en était et si vous aviez des questions complémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres de métier. Je mettrai en même temps les interlocuteurs métiers d'art avec le PowerPoint qui vous aiguiller, vous aider par rapport à cette démarche-là. Bien sûr, vous avez le site de l'INPI. On le mettra en lien aussi pour que vous puissiez avoir les informations complémentaires. Et vous aurez la ligne Data Plus, cette fameuse, ce centre de recherche très pratique qui va vous permettre déjà d'éviter quelques pièges par rapport à ça. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, nous sommes à l'écoute. Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble, à une partie des interrogations que vous aviez sur ces domaines-là. Bien évidemment, ce n'est qu'une première approche des choses. Pour chaque nom, pour chaque approche, il y a besoin de prendre un peu de recul, de regarder un peu tout ça, mais il y a moyen vous avez moyen de vous rapprocher de vos interlocuteurs métiers d'art sur le secteur qui vous aideront dans vos démarches et avec l'aide de l'INPI, bien sûr, qui est à disposition. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, merci. Donc, je vous le rappelle, l'ensemble, et je remercie Madame Brett ainsi que Madame Roche pour leur intervention. L'ensemble des documents qui ont été présentés vous seront transmis avec la vidéo, ainsi qu'un certain nombre de liens. On va se faire en sorte de rajouter un certain nombre de liens. Alors, on va répondre à une dernière question. Il est facile de copier un dessin en modifiant juste un seul paramètre. Comment cela fonctionne-t-il sur les caractéristiques du dessin original de la copie? Alors, très bonne question. C'est pas parce que je change une chose que je ne suis pas contrefacteur, au même titre que c'est pas parce que je change 10 choses que le modèle n'est pas le même. C'est très variable en fonction de ce que vous allez changer. Donc, l'idée d'eux n'étant pas protégeable, je peux parfois changer une seule chose de ce modèle et ne pas tomber sous le coup de la contrefaçon. Et je peux aussi parfois changer 10 choses sur ce modèle et tomber sous le coup de la contrefaçon. Enfin, il faut. Alors après, on ne peut pas protéger dans le cadre du dépôt de dessin modèle des formes génériques et nécessaires. Un vêtement, un pantalon par exemple, il a forcément 2 jambes. Voilà, donc il y a des choses pour lesquelles vous n'allez pas avoir de protection possible. Ce qui va faire le modèle, c'est l'originalité de l'objet, quoi. Et la revendication, enfin, l'originalité fera que si effectivement la personne reprend une partie de cette originalité ou s'il y a risque à confusion pour un consommateur d'attention moyenne, alors on pourra peut-être considérer qu'effectivement il y a une contrefaçon. Il y a une notion de préjudice dedans, quoi, en fait. Oui, oui, oui. En fait, c'est la ressemblance. Et il ne faut pas perdre de vue que sur un dépôt de dessin modèle, c'est la ressemblance qui va primer et non les différences. Donc, si effectivement, quand je vois le modèle, il est ressemblant, alors on pourra dire qu'effectivement, s'il y a risque à confusion, il y aura contrefaçon. Mais bon, ça, c'est du au coup par coup, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de différences que le modèle n'est pas contrefacteur, et au même titre que c'est pas, s'il n'y a qu'une seule différence, elle peut être majeure et le modèle peut être distinct et être effectivement un modèle non contrefacteur. Donc, c'est la même chose que si on décide d'aller sur Google et qu'on voit un dessin qui nous intéresse et qu'on veut s'en inspirer, qu'on veut le modifier pour en faire soit son logo, soit voilà, en faire quelque chose. Là aussi, il faut faire attention à l'utilisation de ce qui est présenté à travers la toile, quoi.
J'attire l'attention à ce propos, les bases de données ou les logos, dessins qui sont mis à disposition des personnes ne sont pas déposables au titre de dessin modèle ou de marque. Pas pour des actes de commerce en tout cas. Ces personnes-là les ont mises à disposition, mais vous ne pourriez pas vous les approprier au titre de marque ou de dessin modèle parce qu'ils ne vous appartiennent pas. Et que les personnes qui les ont créés ont des droits d'auteur et ont décidé de les mettre à libre disposition pour vous comme pour des tiers. Très bien, on va en terminer là. Il est 14h30, on va essayer de respecter notre timing. Merci beaucoup à nos interlocuteurs qui ont pu participer et qui ont pu faire la présentation. Je pense que ça a été riche, intéressant. Je vous renvoie sur le mail qu'on va vous faire parvenir assez rapidement. Alors, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, vous aurez tous les éléments parce qu'il faut modifier un peu la vidéo pour voilà, des problèmes techniques, mais voilà, pour que vous puissiez la voir. Et derrière, je vous donnerai l'ensemble des coordonnées des interlocuteurs sur vos départements métiers d'art afin que vous puissiez éventuellement les contacter si vous avez besoin d'informations et qui feront l'interaction avec l'INPI et Madame Roche si besoin en était. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne après-midi et peut-être un prochain webinaire. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.